Bonsoir et bienvenue dans votre émission du lundi soir Vision. Vision qui s'intéresse lors du numéro de ce soir à ces campagnes politiques et médiatiques menées par certains courants français connus pour leur hostilité envers l'Algérie. Nous nous intéresserons également à ces campagnes récurrentes de dénigrement de notre mémoire nationale. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir notre ami et confrère, Monsieur Brahim Tahroubt, président directeur général du quotidien El Moudjahid. Monsieur Brahim Tahroubt, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir cher ami et merci pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de venir sur les plateaux de Canal Algérie. C'est nous, Monsieur Tahroubt. Et puis nous avons également avec nous ce soir notre ami Mohamed Achir, notre consultant de Canal Algérie. Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc je le disais, nous allons parler de ces campagnes médiatiques et politiques qui sont menées contre l'Algérie de la part de certains milieux français connus pour leur hostilité, comme je le disais, à l'Algérie. Pourquoi, selon vous, Monsieur Tahroubt, cet acharnement et pourquoi maintenant ? Merci. D'abord, c'est connu. Maintenant, on commence à prendre le pli de ces attaques. Je me rappelle une fois, on a fait, selon un institut de sondage, le décompte des attaques contre l'Algérie depuis ces 2 dernières années. Ça a fait plus de 2000 articles et émissions. Vous vous imaginez, c'est carrément un bashing anti-algérien. C'est 2000 articles et émissions de télévision qui sont consacrés uniquement à l'Algérie. L'Algérie, c'est devenu un élément central de la politique intérieure de la France. Bien sûr, c'est connu, c'est les milieux hostiles, c'est l'extrême droite française, c'est les nostalgiques de l'Algérie française qui sont là toujours à remuer le couteau dans la plaie, qui refusent de se décomplexer par rapport à l'histoire, mais aussi qui refusent d'admettre que l'Algérie est indépendante, qui refuse d'admettre de traiter d'égal à égal avec l'Algérie. Oui. C'est la revendication principale de l'Algérie. D'abord, on doit traiter d'égal à égal, sans plus. Oui. Mais aussi, il faut dire que cette campagne, ce bashing, cet acharnement contre l'Algérie, bien sûr, c'est un échappatoire. C'est quand on n'a pas de solutions politiques aux problèmes internes français. On voit, ils ont leurs propres problèmes. Au lieu d'en discuter, on montre, un bouc émissaire, c'est l'Algérie, c'est l'immigration, c'est devenu systématique, c'est devenu maladif. Tous les problèmes, c'est l'Algérie, elle est à toutes les sauces, c'est incroyable. Ouais. Alors, je le disais, plusieurs titres de la presse nationale ont dénoncé les campagnes politiques et médiatiques menées par certains courants français hostiles à l'Algérie, des titres qui relancent le débat autour de plusieurs affaires. Alors, comment la France est-elle devenue un refuge pour des criminels financiers qui ont pillé les richesses du peuple algérien ? Alger regrette ce double discours français, notamment dans les domaines de la justice et de la coopération, et cela suffit à fragiliser un dialogue déjà très compliqué entre les deux pays. Badia Amarni. Un article du quotidien El Moudjahid relance le débat. Paris serait devenu un sanctuaire pour plusieurs oligarques algériens en fuite. Installés dans les quartiers les plus huppés de la capitale française, ils y profiteraient d'un confort et d'une tranquillité totale, loin des condamnations prononcées en Algérie à leur encontre. Le quotidien les qualifie de prédateurs financiers en smoking, accusés d'avoir détourné des milliards d'euros du trésor algérien. Pourtant, malgré de multiples demandes d'Alger, la justice française refuse d'avancer sur les dossiers d'extradition et de restitution des biens mal acquis. Depuis 2019, date de son élection à la tête du pays, le président Abdelmadjid Tebboune en a fait une priorité. La justice algérienne assure avoir fourni toutes les preuves nécessaires. D'autres pays européens ont coopéré, mais jamais la France. A l'inverse, Paris transmet des listes de sans-papiers algériens à expulser. Un 2 poids 2 mesures dénoncé par le quotidien qui parle d'une véritable indignation sélective. Dans un article intitulé « Quand Paris sombre dans sa propre hypocrisie », le Soir d'Algérie écrit que la France, dans son costume de donneur de leçons, critique une justice algérienne qui, elle, n'a jamais arrêté un diplomate français en pleine rue sur la base du signalement d'un téléphone portable faisant référence à la honteuse arrestation d'un agent consulaire algérien à Paris
Paris le 11 avril dernier dans un total irrespect des règles et us diplomatiques. Le soir d'Algérie, rappelons la condamnation du joueur de l'équipe nationale de football Youssouf Attal à 6 mois de prison avec sursis pour avoir posté un commentaire de soutien à Gaza au pire moment des atrocités commises par l'occupation sioniste, soutient qu'en France, la justice n'est qu'un outil politique, un instrument de répression et un paravent moral pour une élite qui se croit encore maîtresse du monde. Allant plus loin dans son analyse, le quotidien national déplore que cette France ne réponde pas aux mandats internationaux envoyés par l'Algérie. Quand il s'agit de criminels financiers ayant pillé les richesses du peuple algérien, la France devient soudain amnésique, sourde, aveugle. Les mandats internationaux émis par Alger, ignorés, bloqués, enterrés dans un tiroir, note le soir d'Algérie. De son côté, le quotidien arabophone Al-Khabar dénonce le soutien visible de la France au mouvement terroriste MAC. La France ouvre grandes ses portes au MAC, organisation terroriste en Algérie, déguisée en innocente association. Selon la loi française relative aux associations de 1901, relève ce média en indiquant que l'affaire du journaliste Glaise révèle la perfidie de la France. Selon Al-Khabar, Christophe Glaise a été missionné, financé, préparé par le MAC. Ce personnage est venu en Algérie déguisé en touriste pour faire passer une fiction séparatiste pour de l'information journalistique. Et quand la justice algérienne agit, Paris crie à l'injustice, joue la carte de la liberté de la presse, comme si l'espionnage politique habillé en reportage était un droit sacré, dénonce le journal. L'Algérie n'a de leçons à recevoir de personne et certainement pas d'un pouvoir français en décomposition morale, poursuit l'article, notant que Paris grince des dents parce que l'Algérie avance, elle ne plie plus. Le peuple algérien a décidé de regarder droit devant lui, sans permission, sans tutelle, sans chaîne. Et c'est pour cela que la France ne pardonne pas et ne pardonnera jamais. Alors, Mohamed Achir, on a pensé à un certain moment que c'était une crise qui n'allait pas vraiment durer dans le temps. On en avait un peu l'habitude. Mais là, c'est une crise qui s'installe dans le temps. Ça fait un bon moment que maintenant, cette crise nous plonge justement dans ce tunnel. Effectivement, parce que en fait, je pense qu'il y a déjà l'agenda de certaines parties, de certains lobbies, de certains réseaux qui sont hostiles à l'Algérie. Et même, on peut dire même que c'est-à-dire un peu ça dépasse un peu la relation franco-algérienne ou bien algéro-française. Donc il y a des lobbies puissants, des réseaux qui manipulent même ou qui contrôlent carrément les médias français, la majorité des médias, et qui maintiennent cette désinformation, cette propagande contre l'Algérie. Parce que d'abord, l'Algérie a des positions à l'échelle internationale qui sont des positions de principe, notamment le soutien de la cause palestinienne, du Sahara occidental, mais aussi un pays qui refuse toujours la vassalisation ou bien d'être vassal, qui maintient son autonomie de décision, sa souveraineté, etc. Et bien sûr, vis-à-vis aussi de ces lobbyistes français et de certains partis au pouvoir actuellement en France aussi, notamment une partie de la droite et l'extrême droite. On se rappelle du ministre de l'Intérieur, Rotaillot, etc. D'ailleurs, pas moins qu'hier, il a fait une interview il est réapparu, sur la télévision et puis il s'est attaqué à l'Algérie encore une fois, bien sûr avec des accusations, disons, c'est-à-dire même le langage utilisé n'honore pas le profil d'un ancien ministre, c'est-à-dire c'est du n'importe quoi. Donc voilà, donc ça obéit quand même à c'est-à-dire à des visées et à un agenda quand même qui transcende cette relation. C'est-à-dire, ils veulent mettre de la pression toujours sur l'Algérie, sur les positions de l'Algérie, ils instrumentalisent. Et donc, notre ami Brahim tout à l'heure, il a donné quand même quelques indicateurs sur le nombre d'articles et d'émissions qui visent... Oui, ça n'en finit pas, c'est un véritable acharnement. Donc c'est ça. Donc voilà, donc je pense que tout est planifié pour justement mettre de la pression sur l'Algérie, mais l'Algérie depuis maintenant 2 années a prouvé qu'il est, c'est-à-dire il est intraitable par rapport à des questions par rapport à des questions de principe, et en tout cas cette propagande et cette désinformation permanente, notamment des médias français, a prouvé aussi, ou bien à démystifier à un certain moment, c'est-à-dire
de ce qu'on croyait qu'il y a une liberté d'expression, qu'il y a une certaine éthique journalistique, dans le traitement de l'information, etc. Donc finalement, c'est de la propagande et c'est de la désinformation. Alors, Mohamed Achir parle d'agenda, certains parlent de calendrier, notamment par rapport à l'élection de 2027, l'élection présidentielle. On peut s'attendre, selon vous, il y a de la surenchère politique, notamment de la part de la droite et de l'extrême droite. On peut s'attendre à une intensification de ces campagnes, Monsieur Takharout, notamment à l'approche de cette élection présidentielle en France? Vous savez, c'est l'élection de 2027, pas 2025. Oui, 2027, mais faites attention, l'Académie française peut vous apostropher en disant l'acharnement de l'extrême droite. Ça, c'est un pléonasme. C'est un pléonasme alors extraordinaire. Je vous l'accorde. Il suffit de dire l'extrême droite. Et on comprend tout de suite. Bien évidemment, c'est directement lié à l'échéance électorale de 2025. Et qui va taper le plus sur l'Algérie? Qui va frapper le plus? Qui va dénigrer le plus? Pense-t-il, c'est ce candidat qui va gagner. Nous, on a fait, il y a une année, une élection présidentielle. Elle vaut ce qu'elle vaut. Ça s'est bien passé. On a parlé de nos problèmes, de la construction de notre État, de régler nos problèmes sociaux, économiques, de politique intérieure, de politique étrangère. Et puis voilà. Mais eux, en France, l'élection présidentielle, le nœud ou le cœur de l'élection, de la campagne électorale sera l'Algérie. Et comme je l'ai dit dans mon intervention, c'est devenu carrément complexe. Ça relève de, j'allais dire, de la psychiatrie. C'est vrai, l'Algérie, c'est ces milieux de l'extrême droite qui poussent le bouchon à chaque fois plus loin. Et ça ne s'arrête pas. Effectivement, on a vu un joueur, c'est le Soir d'Algérie qui a mentionné Youssef Attal, le joueur Youssef Attal, qui fait un tweet de soutien à la Palestine parce qu'il y a un génocide qui s'est déroulé devant les médias, filmé en direct. Mais en contrepartie, on a vu et entendu le fils d'un ancien président. Pour l'occasion, il s'appelle Nicolas Sarkozy, repris de justice, qui a dit textuellement qu'il faut brûler l'ambassade d'Algérie. Est-ce qu'il a été inquiété par la justice? Du tout. Est-ce qu'il a été inquiété par les médias? Non. Du tout. Et alors, c'est quoi cette justice à deux vitesses? On ne comprend pas. C'est bon pour eux, sur leur plateau, de s'attaquer, de dénigrer, de noircir l'Algérie, mais quand l'Algérie réagit, non, c'est pas ça. Les droits de l'homme, la liberté d'expression, c'est leur prose, mais ils n'y croient pas. Mohamed Achir, on peut remonter même dans le temps pour parler de ce double discours et de cette hypocrisie française. On peut parler de l'affaire de Dieudonné, qui est devenu un pestiféré juste pour un sketch, alors que je pense, et vous allez peut-être être d'accord avec moi, que depuis le génocide de Reza, ces gens qui nous donnent des leçons dans la liberté de la presse et les droits de l'homme se sont démasqués eux-mêmes. Ils n'ont plus droit normalement de parler de ces choses-là relatives à la liberté de la presse et aux droits de l'homme. Tout à fait, c'est-à-dire le double standard, que ce soit des médias et même des hommes politiques. En tout cas, quand on analyse un peu les positions par rapport à ce qui se passe en Ukraine, par exemple, ou par rapport au massacre perpétré au niveau du Gaza. Donc, c'est-à-dire, c'est apparent. C'est flagrant. C'est flagrant. On dirait que, c'est-à-dire, les droits de l'homme ou bien les droits humains, ils sont pas, c'est-à-dire universels. Donc, on dénonce les génocides pour une population, mais on ferme les yeux sur une autre. Donc, cela a montré, ça a démystifié en tout cas, c'est-à-dire ce qui a été longtemps pris comme exemple en matière de liberté d'expression, en matière de démocratie, de lutte contre les droits de l'homme, d'universalité des droits de l'homme, etc. Donc c'est tout à fait clair. Encore plus, même en matière de professionnalisme.
Oui. Donc, finalement, c'était parfois ridicule. Hein. C'était ridicule sur le plan des instruments de langage, sur le plan de la communication. C'est de la pure propagande. Hein. C'est-à-dire, donc tout ça, c'est finalement... Mais pourquoi? Parce que il y a une régression, c'est-à-dire que ce soit des médias ou même d'une faillite politique et morale de la part de certaines personnalités politiques, même en France, hein, c'est-à-dire quand on parle en France, chaque voix, disons, critique aux paroles libres, elle est d'abord interdite d'expression, mais aussi parfois accusé d'antisémitisme, accusé de soutien au terrorisme, etc. Vous voyez un peu, il y a une faillite à la fois morale, politique, de la part des médias, censés quand même sensibiliser et donner de l'information à l'opinion publique française, mais malheureusement, il fait dans la désinformation et dans la propagande. Et puis tout ça, donc, cette régression des médias surtout, est constatée depuis quelques années, surtout avec la mainmise de certains lobbyistes, les hommes d'affaires surtout, hein. Vous savez de qui je parle. Ben oui, le groupe Bolloré, pour ne pas le citer. Hein, mais dont les raisons ne sont pas seulement circonscrits en France. Hein. Ça dépasse les frontières. Il y a tout un lobby, des ramifications. Je le dis directement, un lobby sioniste, hein, qui est là, qui contrôle les médias, et puis qui, justement, qui dresse ces médias contre les voix libres et contre les pays, c'est-à-dire comme l'Algérie, qui est les pays résistants. On voit Brahim Takharoubt, une prise de conscience de la part des citoyens français par rapport justement à cette régression, notamment en matière de liberté. Et beaucoup commencent maintenant à dénoncer ce double langage. On a interdit toute manifestation de soutien au peuple palestinien alors qu'il était génocidé. Maintenant, les gens vous disent basta, il faudrait que ça change. Oui, effectivement, c'est un peu parce que vous avez bien fait de souligner le peuple français, parce que nous faisons justement le distinguo. Le distinguo entre le peuple français et le pouvoir français. Si vous permettez, je vais raconter un fait historique. C'est Reda Malek qui témoigne 1957 Tunis. Il y a l'impression du journal El Moudjahid de l'époque, et il dit que notre regard a été attiré par une phrase en disant le peuple français aux mœurs dégradées. Ils ont arrêté le journal El Moudjahid. Ils étaient en pleine guerre. Il faut se replacer dans le contexte. Dans le contexte, exactement. Ils ont suspendu le journal. Ils ont supprimé la phrase disant que nous n'avons rien contre le peuple français. Justement. C'était le contexte de la guerre. Ça pouvait, d'une manière ou d'une autre, se justifier. Ils ont supprimé la phrase en disant que non, on ne s'attaque pas au peuple français. Nous avons un problème avec le pouvoir colonial. Tout à fait. Ça, c'est pour revenir à votre question. Effectivement, la société française, bien sûr, il y a des voix qui s'élèvent, même si elles sont étouffées. On a vu, je cite à titre d'exemple, de Villepin, Ségolène Royal et d'autres aussi. Mais ces voix qui s'élèvent, cette prise de conscience est à chaque fois contrebalancée par un acharnement. On revient toujours à cet acharnement médiatique et au comportement de cette extrême droite qui a apparemment un problème sérieux en elle-même. C'est pas un problème, le problème n'est pas l'Algérie, mais le problème est en eux. Et à l'intérieur de cette même extrême droite qui n'arrive pas à se décomplexer d'une histoire qui elle n'arrive même plus à débattre, par exemple, de l'immigration de manière sereine. Il n'y a aucune once de sérénité dans leur débat sur l'immigration. Ils sont en roue libre. Alors, pour l'Algérie, c'est pire. Si vous permettez, on revient au sujet de la justice. De la justice française, on ne comprend pas pourquoi ce double standard. Pourquoi, quand l'Algérie demande l'extradition de personnes jugées,
on n'a aucune coopération de la part des autorités judiciaires françaises. La question reste posée. Ils nous reprochent de ne pas coopérer alors que les faits sont là. C'est la justice française qui refuse de coopérer. Voilà. Mohamed, justement, il y a une affaire qui revient un peu sur le devant de la scène par rapport à la justice, c'est cette affaire de Christophe Glaise. Ce qui est étonnant, c'est qu'à un certain moment, on n'en parlait pas du tout, alors que Christophe Glaise a été arrêté en juin. Et personne ne parlait de lui. Au mois de mai, plutôt, c'est ce qu'on me souffle. Et maintenant, c'est devenu le sujet du jour. Hein. On ne parle que de Christophe Glaise et on remet en cause justement la justice algérienne. Et parce que certaines parties du pouvoir français, ou bien, qui sont dans la course au pouvoir, surtout l'extrême droite, veulent toujours faire de l'Algérie... Il leur faut un alibi. Une affaire interne. Oui. Voilà, ils veulent, même, je pense, le président français Macron a parlé de ça. Oui. Il y a des partis qui veulent faire de l'Algérie une affaire interne à la France. Rotaillot, il en a fait pendant des mois une affaire interne. Donc, c'est un sujet d'abord de campagne électorale, c'est-à-dire c'est une pré-campagne électorale pour 2027. Donc, et puis, c'est toujours dans la machine, c'est-à-dire de dénigrement, la machine aussi c'est-à-dire qui vise toujours à présenter l'Algérie comme un pays autoritaire, un pays qui ne respecte pas la liberté d'expression, qui ne respecte pas les droits de l'homme, etc. Donc voilà, il veut toujours noircir l'image de l'Algérie au niveau d'abord de l'opinion française, mais aussi au niveau international. Donc c'est ce stratagème qui continue toujours. Donc si ce n'était l'affaire Glaise, ils vont trouver une autre affaire, hein, toujours pour continuer dans cet acharnement, continuer dans ces attaques contre l'Algérie. Donc c'est ça, c'est-à-dire en réalité, ce n'est même pas de la politique, hein, c'est une politique politicienne de bas niveau, hein, c'est-à-dire, et justement, actuellement, je pense même dans l'opinion française, il y a quand même des voix qui s'élèvent, qui refusent justement de l'instrumentalisation permanente de l'Algérie et de ce genre de dossier, soi-disant, dans c'est-à-dire l'espace public et politique français. Donc il y a quand même, d'ailleurs, peut-être qu'on ne les voit pas sur les chaînes de télévision françaises, mais il y a plusieurs chaînes YouTube. Donc avec des personnalités, des hommes, c'est-à-dire des intellectuels, etc., mais qui trouvent quand même une certaine liberté pour parler de ce genre de questions. Donc là, justement, on relève une dénonciation de cette instrumentalisation récurrente et permanente et justement de ces attaques, non seulement contre l'Algérie, mais ils attaquent aussi l'immigration algérienne en France. C'est-à-dire c'est un point de fixation pour certaines en politique de l'extrême droite, c'est-à-dire il y a l'immigration, d'accord. Mais c'est l'immigration algérienne qui est attaquée exclusivement. Il faut toujours la stigmatiser, justement. Stigmatiser, effectivement, stigmatiser. Puis, donc tout ça, ça obéit toujours donc, à l'agenda politique et politicien, surtout de l'extrême droite. Pas facile de suivre leur logique, ainsi logique il y a, Brahim Tahroubt, lorsqu'il y a des mandats d'arrêt internationaux qui sont ignorés et on vient parler après de coopération judiciaire ou sécuritaire. Oui, effectivement, si vous avez remarqué, durant toute la période qu'a duré la crise, qui dure toujours, on n'a jamais entendu, on n'a jamais vu ou entendu sur les plateaux des télévisions françaises parler de coopération judiciaire. Jamais. C'est un questionnement assez bizarre. Ils ont oublié, mais c'est pas un oubli. C'est un oubli, c'est fait sciemment, parce que Est-ce qu'il y a des dossiers qui dérangent, justement? Mais bien évidemment, il y a des dossiers qui dérangent. On voit, comme l'a écrit Moudjahid, des truands en col blanc qui trouvent gîte et refuge à Paris, dans des quartiers huppés, ils ne sont ni dérangés. Et pourtant, les deux pays ont signé une convention d'extradition judiciaire
pas en 1960, 62, pas en 70, pas en 80. C'est très récent. En janvier 2019, le 27 janvier 2019, ils ont signé une convention d'extradition. Elle a été ratifiée en avril 2021. C'est-à-dire que c'est très récent, c'est frais. Pour une convention donc signée en janvier 2019, ratifiée en avril 2021 pour l'extradition des personnes jugées. Ça n'a jamais été le cas. On a toujours vu des tergiversations de la justice française, le cas de Abdeslam Bouchouar, l'ancien ministre. Pour ne citer que lui. Pour ne citer que lui, et éclatant. Et il a fallu attendre 18 mois pour que la justice française réponde par la négative. Il y a eu plus de 20 commissions rogatoires et jamais la justice française n'a respecté cette convention, puisque eux, ils parlent du respect des conventions entre les deux pays. Et ce non-respect contraste avec les autres pays européens. La Commission européenne, Joseph Borrell s'est exprimé sur le sujet en disant que la Commission européenne est prête à coopérer avec l'Algérie. Mais on se pose la question, pourquoi la France refuse de coopérer ? Parce que ça ne les arrange pas, parce que c'est l'Algérie, parce qu'ils ont toujours ce complexe de l'Empire français, parce que nous demandons, et c'est ce que demandent les autorités algériennes à chaque fois, c'est une coopération d'égal à égal. D'égal à égal, et puis... ce mot, dans toute sa splendeur et dans tout son sens, sans plus. Et souvent, ils sont en train de réduire cette coopération juste à l'aspect sécuritaire. Connaissons l'apport que peut apporter l'Algérie, justement, dans ce domaine. Vous avez bien fait de parler, d'offrir le gîte et le couvert, parce que il y a aussi des organisations classées terroristes qui sont hébergées, justement, en France. Comment on peut expliquer une telle attitude aussi hostile à l'Algérie ? Oui, c'est dans la même logique. Dire quand il s'agit de faire du chantage pour notre pays, donc ils utilisent ces mercenaires, ces terroristes, effectivement, parce qu'ils menacent l'intégrité du pays et l'unité nationale. L'OMAC a été classé le 18 mai 2021 par le Haut Conseil de sécurité comme organisation terroriste, justement, parce que d'abord, il est au service de services secrets étrangers, de pays étrangers, et sont financés par des parties étrangères aussi, pour déstabiliser l'Algérie. C'est ça le terrorisme, je pense. Donc, et puis, même si, bon, je ne suis pas spécialiste en matière de droit international, etc., par rapport à certains, parce qu'ils ont le statut de réfugié, etc., normalement, ils ne doivent pas activer au nom d'une association, selon la loi 1901, et menacer un autre pays. Donc là, déjà, il y a une dérive qui est apparente. Et donc, normalement, là, l'État français, il doit quand même agir par rapport à ces dérives c'est-à-dire de ces mercenaires qui menacent l'intégrité territoriale de l'Algérie. Ce n'est pas nouveau, Mohamed. On se souvient tous de certains pays européens qui ont servi de base arrière, justement, à des groupes terroristes du temps de la décennie noire. Tout à fait. Ils ont utilisé des groupes terroristes islamistes des années 90 pour même acheminer des fonds, c'est-à-dire organiser même des quêtes d'argent et financer le terrorisme. Donc et c'était public, ça s'est organisé publiquement. Donc tout ça. Donc ça montre aussi le double standard. Il s'agit de qualifier un groupe terroriste, donc il mobilise tous les pays, tous les instruments du droit international, etc., pour justement arrêter ces menaces terroristes, mais quand il s'agit d'autres pays comme l'Algérie, donc là, c'est la neutralité totale, ou bien, mais en tout cas, il y a une instrumentalisation parce qu'on les utilise comme des éléments de chantage contre l'Algérie toujours, et c'est la même chose même pour les corrompus qui ont trouvé justement gîte en France. Et ça ne se passe pas en tout cas avec l'Algérie seulement, quand il s'agit de la France, même avec beaucoup de dirigeants corrompus et ministres africains qui sont
hébergés en France, ils récupèrent leurs biens, etc. Ils utilisent leur argent. Ouais. Donc là, ça ne montre pas justement cet engagement de la France en matière de lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent, le crime organisé et transfrontalier. Oui. Alors, passons à l'autre sujet. Alors, la revue El Jaish a également publié dans son dernier numéro un article qui apporte un éclairage et revient sur l'histoire de l'Algérie qui ne relève ni de la légende, ni du folklore, encore moins de la spéculation. Elle constitue la colonne vertébrale de la nation, le socle de son identité et la source de sa cohésion face aux tentatives récurrentes de falsification et de dénigrement de la mémoire nationale. La défense de ce legs sacré s'impose aujourd'hui comme un devoir collectif et une responsabilité historique. Yanis Ait Belkacem. Préserver le plus précieux héritage laissé par nos illustres ancêtres exige un attachement indéfectible à une mémoire authentique façonnée par le sacrifice, la loyauté et l'esprit de résistance. Elle est le cœur battant de notre patrie, l'artère qui nourrit son présent et construit son avenir, la lumière qui guide les générations successives dans la construction d'un pays fort, sûr et prospère en s'inspirant des valeurs nobles de fidélité, de loyauté, d'héroïsme et de sacrifice. La revue El Jaish souligne que ces dernières années, des discours qualifiés par de nombreux observateurs de révisionnistes ont émergé, portés par certains individus se présentant comme analystes ou experts, sous couvert de liberté d'expression ou de pluralisme intellectuel. Ils remettent en cause des symboles fondamentaux et tentent de semer le doute autour des repères historiques qui façonnent l'identité nationale. Or, si la divergence d'opinion constitue un principe reconnu, elle ne saurait servir de prétexte à la remise en cause de la mémoire collective ni à l'atteinte aux fondements de l'État. L'histoire de l'Algérie est jalonnée de séquences décisives marquées par des résistances populaires successives qui ont culminé avec la naissance de l'armée de libération nationale issue du peuple et portée par une volonté inébranlable de recouvrer la souveraineté confisquée par le colonialisme. Cette lutte noble par ses objectifs a forgé une nation unie autour du serment de novembre et du projet d'édification d'un État libre, indépendant et souverain. Les hommes et les femmes qui ont porté ce combat ont inscrit leur nom dans la mémoire collective par leur courage, leur abnégation et leur sens du devoir. Leur héritage constitue aujourd'hui un rempart moral face aux tentatives de destruction identitaire. La mémoire nationale ne peut être réduite à des récits approximatifs ou instrumentalisés à des fins personnelles, politiques ou mercenaires. La revue ajoute, pour de larges franges de la société, cette mémoire représente une ligne rouge. Ni négociation, ni relativisation ne peuvent être acceptées lorsqu'il s'agit de fondements de l'identité nationale. La défense de l'histoire ne relève pas seulement du discours, mais d'une exigence nationale visant à garantir la continuité de l'État et la transmission des valeurs aux générations futures. Malgré les tentatives de déstabilisation, l'attachement du peuple algérien à son passé demeure intact. L'unité nationale forgée dans l'adversité reste le pilier central de la résilience du pays. Cette cohésion constitue aujourd'hui une ressource stratégique majeure pour faire face aux défis contemporains. Ancrée dans sa profondeur historique, géographique et culturelle, l'Algérie poursuit sa marche vers le développement avec confiance, une trajectoire fondée sur la fidélité à ses constantes nationales, la sauvegarde de son unité et la préservation de sa mémoire, considérées comme les véritables boussoles de son avenir, conclut la revue El Jaish. J'ai envie de vous reposer la même question, Brahim Takharoub, que celle de tout à l'heure. Pourquoi ces discours révisionnistes et diffamatoires aujourd'hui? En principe... On sent une orchestration, non? C'est moi qui devais poser des questions, parce que moi aussi je suis journaliste. Oui. Pourquoi ces discours? Je pense que c'est pas nouveau. C'est perpétuel, il ne faut pas que ça cesse, il faut que les attaques sont permanentes, c'est les attaques permanentes. Après les attaques de l'extérieur, il faut qu'il y ait des attaques aussi à l'intérieur du pays. Oui. C'est pour ça qu'on parle de front interne. Vous savez, il y a une équation simple, c'est l'équation de la responsabilité en tout. La responsabilité qui commence dans l'entreprise, dans le journalisme, même dans l'histoire. Vous savez, moi, ça me choque un petit peu quand on raconte l'histoire par des anecdotes. L'histoire, ce n'est pas des anecdotes. L'histoire, c'est quelque chose de très sérieux. Et comme on l'a entendu dans le reportage, c'est quand
On raconte, quand on écrit l'histoire, c'est sérieux et c'est un legs aux générations futures. Oui. Donc on ne doit pas raconter n'importe quoi. C'est l'affaire des historiens, monsieur Tahaz. Hein, c'est l'affaire des historiens. Oui, c'est l'affaire des historiens, mais aussi... on ne s'improvise pas historien. On ne s'improvise pas historien, mais aussi quand on relate des faits historiques, des faits de l'histoire, il ne faut pas qu'on tombe dans l'anecdotique. Il faut rester quand même, garder un certain standard dans cette histoire. Et je reviens à ce mot de responsabilité qui doit primer aussi bien dans le journalisme que dans l'histoire et dans toute activité intellectuelle et même économique. Oui. Il y a la responsabilité. Oui. Alors justement, vous faites bien de le souligner. En parlant de cette responsabilité, certains se cachent derrière cette liberté d'expression. Est-ce qu'elle peut tout justifier, justement, quitte à ce qu'on s'attaque des fois à des fondamentaux d'une nation ? La liberté d'expression est soumise aussi à une certaine responsabilité. Oui. C'est-à-dire, même cette liberté d'expression, quand il s'agit de questions d'histoire, par exemple, de questions aussi ayant un enjeu capital pour le devenir de la nation, de l'État. Donc là, on n'a pas le droit justement de les traiter à la légère. Comme il vient de le dire, notre ami Ibrahim, donc c'est pas quelque chose anecdotique ou bien quelque chose de... Il faut quand même avoir l'esprit de responsabilité, il faut avoir l'éthique, mais aussi il faut avoir la compétence scientifique. Tout à fait. Donc l'histoire, c'est de la documentation, c'est de la méthodologie, c'est un travail de longue haleine, donc ça ne se limite pas à une opinion. C'est pas ton opinion, l'histoire. Oui. Il y a un travail donc, de documentation, de méthodologie. Donc je pense, et surtout quand il s'agit aussi de porter, ou bien de juger les symboles de la nation et les fondements historiques de la nation. Donc là, on est en train de menacer carrément un processus historique de la nation algérienne, Parce que ça, l'histoire pour l'Algérie, c'est un capital symbolique. Donc si on sape ce capital symbolique, c'est-à-dire on menace carrément les fondations de l'Algérie. Donc on ne doit pas jouer avec ces questions. Maintenant, il appartient aux scientifiques, aux historiens, il y a des spécialistes pour travailler sur la vérité historique, sur des faits historiques, etc. Mais ce n'est pas pour l'instrumentalisation politicienne, et encore c'est plus grave, quand on instrumentalise l'histoire à des fins politiciennes, ou inviter l'histoire aussi pour, c'est-à-dire créer des fissures entre la nation, donc entre les composantes de la nation algérienne, que ce soit la population, que ce soit la géographie, etc. Donc tout ça, c'est des menaces quand même. Il faut qu'il y ait justement... Nous sommes en droit de nous poser des questions lorsque ces discours interviennent à ce moment précis. Mais bien sûr, bien sûr. Vous savez que quand on menace un pays, on utilise, c'est-à-dire tous les instruments de guerre, surtout aujourd'hui, on utilise surtout les instruments de la guerre de nouvelle génération, on utilise un peu la falsification de l'histoire, et puis, c'est-à-dire on attise des anciens conflits, éventuellement. Tout ça, ça fait partie justement des instruments de déstabilisation d'un pays. Mais plus grave, quand on s'attaque au symbole du pays, le 1er novembre 1954, le congrès de la Somme, Amir Abdelkader, les résistances populaires, jusqu'à la Numidie, Massinissa. Tout ça, c'est le socle sur lequel est construite notre nation. Nous devons le préserver. Et ce qui fait notre force, et ce qui fera notre force d'avenir aussi. Et c'est les repères des générations actuelles et des générations futures. Donc il faut le préserver. L'Algérie est bien armée justement pour protéger cette mémoire nationale, notamment dans le cadre juridique surtout, ou législatif plutôt.
Bien sûr, je n'ai pas de doute là-dessus. Mais d'abord, je vais rebondir sur un fait, c'est que, pour souligner l'importance de notre histoire. Parce que des fois, on ne comprend pas très bien le pourquoi et le comment des choses, mais rappelons-nous, à chaque fois que l'Algérie est attaquée, c'est par l'histoire qu'on répond. Nous sommes un pays dont l'histoire plonge ses racines très très loin dans le temps. Nous sommes un peuple qui a croisé le fer avec l'antique Rome. Quand le président français nous a attaqués, c'est avec Jugurtha qu'on a répondu. Notre histoire, nous, on a combattu Rome. Bon, quand la France n'existait pas. Rappelez-vous de l'incident avec l'Égypte. On a dit que nous, Chechnaq, a été à la tête de la 23e dynastie des pharaons. Donc, nous avons des arguments millénaires, des arguments de l'histoire avec lesquels nous répondons aux autres nations pour leur dire que nous étions là avec les uns et les autres et nous avons essayé d'apporter quelque chose à l'humanité. Et on a vu des civilisations, des langues disparaître, mais nous sommes toujours là. Nous sommes debout, fiers, et c'est une histoire fière, et nous devons en être fiers, et qu'il faut protéger. Maintenant, vous me posez la question si... on est assez armé justement pour protéger cette mémoire. Déjà, le fait qu'on ait pris conscience de cette histoire, c'est déjà ça. Ensuite, le rappel de la revue Djish, il a été clair, net et précis. Il a mis le haut là. Et la préservation de notre histoire n'appartient qu'à nous. Ce n'est pas aux autres de protéger notre histoire. Ils ont, comme, je sais pas, je crois que c'est Mouloud Maamri qui a dit ça, ils ont pendant très longtemps parlé de nous sans nous. Maintenant, c'est à nous de parler de nous. Exactement. Tout à fait. Alors, pour conclure, Mohamed Hachir, comment lutter justement contre cette désinformation historique? La revue El Djeish parle d'un devoir collectif. Il y a les médias, certes, mais pas que. Tout à fait. D'abord, il faut justement déjouer toutes ces tentatives visant à désacraliser l'histoire de l'Algérie. Les symboles, même les hommes qui ont fait cette histoire glorieuse, que ce soit la guerre de libération ou bien avant, les résistances populaires ou même bien avant. Donc, il faut justement continuer justement à renforcer, construire le récit national de l'histoire, le préserver c'est-à-dire de l'amateurisme de certains, parce qu'on le se met parfois même sur des plateaux TV, on dit n'importe quoi, et ça s'adresse à une opinion large, etc., publique. Donc c'est de la manipulation, c'est de la désinformation, effectivement. Donc si on veut fragiliser l'État national, donc on l'attaque à ses fondements, d'abord l'histoire, à ses croyances. C'est-à-dire à attiser encore des anciens conflits éventuellement, etc., pour toujours, c'est-à-dire laisser une tension. Et peut-être une citation de Hosseini Ahmed qui disait « Il faut éviter la résurgence destructive dans le passé ». Là, donc, le sens, maintenant, il appartient de... Nous avons une histoire glorieuse, une mémoire glorieuse, nous devons construire maintenant l'avenir encore de notre État national. Très bien. Alors, vous parlez d'avenir. Je laisse notre ami Brahim Takhroubt conclure. En un mot, pour conclure justement cette émission, Brahim. Pour conclure, je crois que quand on dit qu'il y a une guerre de 4e génération qui est menée contre le pays, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Elle est là, oui. Tous les assauts, toutes les attaques que subit le pays vont dans ce sens. C'est-à-dire qu'il faut brouiller les repères, il faut semer le doute. C'est ça le but de cette guerre. C'est-à-dire quand on brouille les pistes, comme a dit mon ami Mohamed, du roman national. Quand on sème le doute au sein des populations, c'est ça le but de cette guerre. Il faut en prendre conscience. Effectivement, la guerre est féroce et il faut répliquer intelligemment et sereinement.
Merci beaucoup, messieurs. Merci à nos amis techniciens du Studio 2 et surtout merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée avec la suite des programmes de Canal Algérie. Salam.